Pendant 10 ans, à la force du poignet, il a obligé toute l'industrie micro à suivre le cap qu'il avait déterminé. Il ne s'agit pas d'un requin motivé par l'argent et par la perspective de prendre une retraite dorée à 40 ans. Cet homme mène une guerre sainte. Cet homme voit dans le micro-ordinateur son outil pour façonner le monde. Cet homme, c'est Steve Jobs. Hi, I'm Steve Jobs. L'image du charisme, Steve Jobs. Il exigeait de vous que vous soyez génial, que vous réalisiez quelque chose de génial. Et il vous y obligeait. Il peut aussi être odieux. Il exige un niveau de performance très élevé. Et il ne supporte pas les gens qui ne partagent pas ou ne sont pas à la hauteur de ses exigences. Je ne suis pas de ceux qui cherchent à avoir toujours raison. Seul m'importe la réussite finale. Steve Jobs a fondé Apple avec Steve Wozniak en 1976. Il s'est fait un nom dans l'industrie micro grâce à l'ordinateur Apple II, le premier micro à connaître un véritable succès commercial. En décembre 1979, Steve Jobs obtient le droit, un grand privilège, de visiter le laboratoire de Xerox. Ils m'ont montré 3 choses, mais j'étais tellement ébloui par la première que j'ai à peine regardé les 2 autres. Ils m'ont montré la programmation orientée objet, mais je n'ai rien vu. Ils m'ont montré un système réseau, une centaine d'ordinateurs Alto, tous reliés, utilisant le courrier électronique, etc., etc. Pareil, je n'en ai rien vu. Hypnotisé que j'étais par l'interface utilisateur graphique qu'ils m'avaient montré en premier. Jamais je n'avais vu une telle merveille. C'était encore très incomplet, il y avait beaucoup de défauts, mais on ne le savait pas à l'époque. Toujours est-il que le germe de l'idée y était et qu'ils avaient fait de l'excellent travail. En 10 minutes, j'ai compris que tous les ordinateurs fonctionneraient comme ça, un jour ou l'autre. Cette visite va changer l'histoire d'Apple. Steve est revenu et j'allais dire a demandé, mais en vérité, il a exigé que toute son équipe de programmeurs assiste à une démonstration de notre système. La direction du centre m'a demandé de faire la démo. J'ai commencé par refuser et j'ai eu une discussion houleuse avec les cadres de Xerox. Je leur ai dit qu'ils s'apprêtaient à jeter un trésor par la fenêtre et que je ne ferais cette démonstration que si j'en recevais l'ordre formel, parce qu'alors ce seraient eux les responsables. Et ils m'ont ordonné de la faire. Voici l'interface graphique que les programmeurs d'Apple découvrent ce jour-là. L'ordinateur Alto est équipé d'une souris qui permet de déplacer le curseur sur l'écran en toute liberté. Les fenêtres superposées rappellent des feuilles de papier posées sur un bureau. L'utilisation de cet ordinateur est tellement simple que même quelqu'un qui n'a aucune notion d'informatique comprend d'instinct comment s'en servir. Dans cette visite d'1 heure et demie, nous avons puisé de l'inspiration et le renforcement de notre conviction qu'il fallait utiliser des images pour rendre les ordinateurs de bureau plus accessibles. En 1 heure, ils ont compris notre technologie et ce qu'elle signifiait mieux que n'importe quel dirigeant de Xerox après des années de démonstration. Ces gens ne comprenaient rien aux ordinateurs. Et ils ont laissé la plus grande avancée de l'industrie micro-informatique leur glisser des mains. Xerox aurait pu contrôler le secteur tout entier. Elle aurait pu devenir 10 fois plus importante. Être l'IBM ou le Microsoft des années 90. Steve Jobs convainc le conseil d'administration d'Apple d'investir dans le développement d'une technologie copiant celle qu'il a vue au parc.
Apple embauche alors une centaine d'ingénieurs pour mettre au point un nouvel ordinateur qui sera baptisé Lisa. Mais les problèmes s'accumulent. Le Lisa ne fonctionne pas comme prévu et ne pourrait pas être vendu à moins de 10 000 $, beaucoup trop cher pour le marché grand public. De plus, à vouloir tout contrôler, Steve Jobs sème le désordre et le conseil d'administration finit par l'évincer du projet Lisa. J'ai ruminé pendant quelques mois, mais très vite je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment faire quelque chose. L'Apple II commençait à s'essouffler. Il fallait absolument sortir quelque chose de nouveau. Sinon, l'existence même d'Apple serait menacée. Jobs trouve la solution auprès de Jeff Raskin, un des ingénieurs d'Apple de la première heure. Raskin travaille à la conception d'un ordinateur à 600 $, aussi facile à utiliser qu'un toaster, et qu'il a baptisé Macintosh, d'après la variété de pommes qu'il préfère. Évincé du projet Lisa et déterminé à réaliser un ordinateur bon marché, Steve Jobs s'empare de l'idée de Jeff Raskin. J'ai réuni une petite équipe pour travailler sur le Macintosh. C'était une mission, il fallait sauver Apple. Afin de se consacrer tout entier à sa Mac mission, Steve Jobs doit trouver pour sa société un dirigeant plus orthodoxe. Son choix se porte sur John Sculley, responsable du marketing chez Pepsi-Cola. Sculley commence par refuser. Quitter Pepsi pour une société créée dans un garage 4 ans plus tôt, c'est une plaisanterie. Mais ce n'est pas facile de dire non à Steve Jobs. Il a levé la tête et m'a fixé de la façon dont seul Steve Jobs peut fixer quelqu'un. Et il m'a dit, vous voulez vendre de l'eau sucrée toute votre vie ou vous voulez venir avec moi pour changer le monde? J'ai compris que si je refusais, je passerais le reste de ma vie à me demander ce que j'avais raté. Pour changer le monde, Steve Jobs a besoin du Macintosh. Il veut un ordinateur parfait qui révolutionne la micro. Et il aiguillonne sans cesse son équipe. Steve était préoccupé par la lenteur de mise en route du Mac. Pour motiver Larry Canyon, qui s'occupait du logiciel, il lui a dit « Des millions de gens vont acheter cette machine. Si tu arrives à gagner 5 secondes au démarrage, cela fait 5 secondes multipliées par 1 million tous les jours. Ça fait 50 vies humaines. En gagnant 5 secondes, tu peux sauver 50 vies. » Et on s'est débrouillé pour accélérer le temps de démarrage. Sans arrêt, Steve Jobs modifie le cahier des charges du Macintosh, exigeant toujours de nouvelles améliorations. Il pousse son équipe à la limite de ses forces. Il le faut, car à partir de 1983, Apple va devoir faire face à un redoutable concurrent. Ce concurrent, le voici. Le premier PC d'IBM a été commercialisé en 1981. En 2 ans, la multinationale en a vendu plus de 2 millions, supplantant Apple sur le marché des micros. Le PC IBM se vend très bien, grâce à une bibliothèque de logiciels très diversifiée. Or, les applications prévues pour un IBM ne fonctionnent pas sur un Apple. Steve Jobs sait qu'il va avoir besoin d'applications pour le Macintosh. Il fait appel à Monsieur Logiciel, Bill Gates. Bill Gates est alors âgé de 25 ans. Sa société Microsoft compte une centaine d'employés et connaît une croissance explosive grâce au DOS, le système d'exploitation du PC IBM. Le DOS n'offre pas d'interface graphique, au contraire du Mac, qui pour cette raison intéresse Bill Gates et son numéro 2, Steve Ballmer. Jobs a rencontré Bill à un salon pendant le développement du Lisa. Il lui a dit « Bill, je vais sortir l'ordinateur à interface graphique, pas ce Lisa machin. Le mien, on va se l'arracher. » Alors que le Mac est en cours de développement, Steve Jobs organise une parodie d'un jeu télévisé, où il invite les créateurs de logiciels afin de les inciter à écrire des applications pour le Macintosh. Parmi eux se trouve Bill Gates, venu chanter les louanges du Macintosh. Steve Jobs ne se rend pas compte qu'il vient de faire entrer le loup dans la bergerie. Avant même que nous ayons terminé notre travail sur le PC IBM, Steve Jobs est venu nous dire qu'il comptait réaliser une sorte de Lisa, mais moins cher.
On a dit que ça nous intéressait. Le LISA avait ses propres applications, mais elles exigeaient trop de mémoire. On pensait pouvoir faire mieux. Nous avons conclu un accord avec Steve